Alors nous allons voir dans une première partie une évolution démographique atypique. On en a déjà parlé. La population française au XIXe siècle se caractérise d'abord par une croissance modérée, beaucoup plus faible que celle de ses voisins. La France connaît un arrêt de sa croissance démographique à l'époque où la plupart des autres pays européens en voient l'explosion. Alors nous allons d'abord parler donc de la mortalité et de son long recul. La mortalité conserve jusqu'en 1880 les traits de l'ancien régime démographique. Un niveau élevé, notamment pour la mortalité infantile, une saisonnalité, avec un maximum de décès en hiver et une pointe en fin d'été, et une forte surmortalité urbaine. Mais depuis le XVIIIe siècle, la mortalité recule. Une baisse importante et continue entre 1750 et 1820, puis une moindre baisse jusque dans les années 1880. Elle connaît cependant d'importants contrastes régionaux et sociaux. L'espérance de vie augmente. On passe de 27 ans en 1850, 37 ans en 1810, pour repasser sous la barre des 30 ans en 1870-1871. Alors cette baisse de la mortalité est la conséquence d'une meilleure circulation des blés, mais aussi les premiers effets des travaux inspirés des hygiénistes. On cherche à drainer les marécages, comme on l'a vu. On cherche à assurer la circulation de l'eau, à nettoyer les maisons, à renouveler l'air dans les lieux d'habitation, etc. Une politique de diffusion de la vaccination générienne contre la variole est aussi mise en place sous l'impulsion du ministre Antoine Chaptal en 1803. Il faut bien rappeler que la vaccination existe avant Pasteur. Les mortalités exceptionnelles liées à des épidémies comme celle de choléra en 1832 et en 1854-55 entraînent des programmes d'assainissement et d'hygiène publique, particulièrement dans les villes, avec un contrôle de l'eau, un nettoyage des égouts, des cours et des rues. Après la mortalité, voyons maintenant la natalité, qui connaît elle aussi une baisse rapide. Une des originalités démographiques françaises tient dans la forme qui a prise la transition démographique. Alors que la mortalité diffère peu entre la France et ses voisins, la baisse précoce de la natalité en fait une exception en Europe. Le taux de natalité de 40 pour 1000, encore au début du XVIIIe siècle, commence à baisser légèrement pour atteindre 27 pour 1000 en 1850. La fécondité connaît aussi un déclin rapide et régulier. Le nombre moyen d'enfants par femme passe de 5 au début du XIXe siècle à moins de 3 à la fin du XIXe siècle. L'âge du mariage et le célibat définitif jouent un rôle décisif dans les milieux sans contraception. Au XVIIIe siècle, l'âge du mariage s'est élevé, ce qui peut expliquer une moindre natalité. Au XIXe siècle, l'âge du mariage des femmes diminue légèrement et le taux de célibat tourne autour de 11%. Cette évolution semble donc liée au choix généralisé de la contraception. Lorsque la contraception s'amorce au cours du XVIIIe siècle, elle se traduit non par l'espacement des naissances, mais par l'arrêt de la vie féconde. Au XIXe siècle, la géographie de la fécondité se caractérise par l'opposition de zones de haute fécondité, comme le nord, le nord-ouest, le grand ouest et les zones de montagne, et des zones de moindre fécondité, comme le sud-ouest, une partie de la Normandie, la Champagne et la Haute-Bourgogne. La baisse de la fécondité entraîne un vieillissement de la population, mais aussi un nouveau regard sur les familles. Le Code civil sacralise le modèle de la famille avec enfants légitimes. Le rayonnement du modèle social de la famille peut se lire dans la malédiction qui pèse sur toutes les formes de sexualité situées hors de sa sphère, comme l'homosexualité, la naissance illégitime ou les unions libres, qui sont réprouvées aussi bien par les bourgeois que les couches populaires. Et on va terminer avec le fait que ces populations soient plus mobiles et plus urbaines que ce qu'on pouvait penser avant. Au cours du XIXe siècle, la dynamique de la population française subit un renversement majeur. En 1801, le quart de la population est concentré dans 12 départements du nord-ouest et du sud-ouest. Un siècle plus tard, 7 départements rassemblent le quart de la population française, que sont la Seine-et-Oise, le Nord, le Pas-de-Calais, la Gironde, le Rhône et la Seine-Inférieure. C'est ainsi que la France industrielle et urbaine s'impose peu à peu. Ces changements résultent des déplacements de population vers les nouveaux bassins d'emploi, mais aussi de l'évolution différentielle de la fécondité régionale. La France n'est pas un pays d'émigration, mais on a réévalué quand même la place des Français établis à l'étranger, notamment en Algérie, dans les colonies. Les historiens établissent le chiffre de 318 000 en 1861, contre 610 000 50 ans plus tard. Entre 1821 et 1910, 2,4 millions de Français seraient partis de la métropole. L'extrême mobilité des campagnes est de plus en plus soulignée face à l'ancienne image d'une France sédentarisée. Les habitants des villages présentent un taux de mobilité élevé, même s'il s'agit pour moitié d'une mobilité intercommunale.
À plus longue distance, les migrations temporaires vers les villes représentent aussi un trait constant des populations rurales du XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les déplacements temporaires traditionnels se réduisent au profit d'installations définitives en dehors du lieu de naissance. L'exode rural prend l'allure d'une canalisation progressive des flux de migrants vers Paris, surtout après 1850. L'afflux des ruraux dans les villes n'est pas une nouveauté, mais il perd son aspect régulateur, entraînant un dépeuplement des campagnes. C'est l'exode rural. Entre 1806 et 1872, 9 millions de personnes sont concernées et le rythme s'accélère ensuite. Le plein rural est atteint au recensement de 1846, année à partir de laquelle s'amorce le déclin très lent de l'occupation des campagnes. La population urbaine augmente beaucoup plus vite et le taux d'urbanisation passe de 20% en 1800 à 44,6% en 1911. Mais là encore, les disparités régionales sont fortes. Les populations urbaines connaissent une démographie spécifique compte tenu de la surreprésentation d'actifs en leur sein. Le taux de mortalité infantile y est plus élevé. Pays d'émigration limitée, la France est surtout un pays d'immigration précoce. Au début du XIXe siècle, la composition de la présence étrangère prolonge les courants d'Ancien Régime. Il s'agit d'élites, d'officiers, d'intellectuels, de marchands et de réfugiés politiques, polonais ou espagnols, de pionniers de la révolution industrielle comme les ingénieurs et mécaniciens anglais. Les années 1850-1880 marquent une rupture quand commencent à arriver des manœuvres étrangers. Du fait de la fécondité basse, l'économie manque de bras et le pays fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Les Belges sont plus nombreux au XIXe siècle, avec 482 000 ressortissants en 1885, soit 43% de la population étrangère, puis viennent les Italiens, les Espagnols, les Suisses et les Juifs chassés d'Europe de l'Est. En 1851, le pays compte 379 000 étrangers, soit 1% de la population. Ce chiffre augmente pour atteindre 3% en 1886. La part des étrangers dans la population française augmente fortement de 1851 à 1881. Les dernières études de démographie montrent que l'apport des étrangers est assez modeste et la croissance de la population s'expliquerait à 97% par le solde naturel. La population étrangère perpétue la tradition de mobilité des ouvriers qualifiés et des artisans, mais elle travaille aussi dans des secteurs d'activité peu prisés des nationaux, notamment dans l'industrie et dans les mines. Les immigrants peuvent être qualifiés, comme le montre l'importance des Italiens dans les métiers du meuble, dans le faubourg Saint-Antoine à Paris. Ils tendent la plupart du temps à se concentrer dans les régions frontalières voisines de leur pays d'origine et dans le département de la Seine. L'afflux des salariés étrangers, prêts à accepter n'importe quelle condition de travail, provoque une hostilité dans les régions où ils entrent en concurrence avec les Français. Les mouvements anti-étrangers, donc xénophobes, sont d'abord des demandes d'expulsion des travailleurs étrangers, surtout en période de crise économique. Des rixes interviennent régulièrement et entre 1867 et 1893, on en compte 89. Mais il ne faut pas négliger l'intégration progressive qui passe par l'évolution du code de la nationalité, le mariage et les sociabilités du travail.